déjà dit, pour ceux qui croient, aucune preuve n'est nécessaire. Pour ceux qui ne croient pas, aucune preuve n'est possible. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Et c'est parti encore pour un autre Radio X-Files. Merci d'être bien branché sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Son nom, c'est Christian Page. Mon nom, c'est Marceau. On est bien content d'être là parce que, Christian, le printemps, c'est demain, mon ami. Oh que oui! Enfin! Mais même si aujourd'hui c'était un peu froid, c'est vrai qu'au cours des derniers jours, là, les 2-3 derniers jours, on commençait à le sentir un peu plus. Exact. Et là, au cours de la prochaine semaine qui s'amorce, on devrait effectivement avoir quelques effluves du printemps. Ouais, et ça paraît dans l'humeur des gens aussi. Les gens sont plus heureux au printemps. Oui, effectivement. Là, d'abord, les jours rallongent. Hein. À partir du moment où on a changé l'heure, on a l'impression, c'est pas une impression, il fait clair plus longtemps. Donc, déjà là, on a une espèce de thérapie par la lumière, hein, le fait que, effectivement, la nuit tombe plus tardivement. Donc, on bénéficie de ce temps-là. Et bien sûr, l'idée qu'on s'en va vers le bon bout. Hein? Là, l'hiver se termine, on arrive au printemps, puis là, les gens déjà anticipent l'été, puis on anticipe également un relâchement des mesures. Hein? Déjà, on a vu que le couvre-feu va être ramené, là, en tout cas pour la grande région de Montréal. Vous, je pense, à Québec. Ça 2 semaines. 9h30. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, 9h30, là, à la grande région de Montréal, on l'est depuis cette semaine. C'est 9h30 également à cause de ces mesures et bien sûr le fait qu'on ait avancé l'heure, oui. Et là, bien, on peut supposer que d'ici l'été, si le gouvernement tient ses promesses, ce qui est toujours un peu, on le fait toujours un peu en gardant les doigts croisés, mais on espère bien pouvoir vacciner toute la population adulte du Québec pour le 24 juin. Donc, évidemment, c'est une date symbolique. C'est également le début de l'été à ce moment-là. Donc, on espère que les mesures mises en place par le gouvernement seront un peu relâchées et ça va nous permettre éventuellement de retrouver des amis pour des petits lunchs sur la terrasse ou des trucs comme ça. En tout cas, on se croise les doigts, on l'espère. Je pense que tout le monde a hâte de pouvoir reprendre une vie normale. On a l'impression qu'on voit enfin la lumière au bout du tunnel, mais je te dirais pas ça. Tu vas dire que c'est le cerveau qui joue des tours. Fait que, je te dirais pas ça. Non, je pense, Yannick, que l'expression, elle est bien, elle est propre ici. Là. Ouais. Je pense qu'effectivement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ce soir, le sujet de la soirée, c'est la Damon Murder Case. Oui, en fait, l'idée de cette histoire-là m'est venue parce que, on a parlé il y a quelques jours, en fait, il y a 2 semaines, on a parlé d'Amityville. Je vais t'en reparler un peu ce soir parce qu'il y a un événement dans l'actualité qui nous ramène à repenser à cette histoire d'Amityville. Et à l'amorce de l'histoire d'Amityville, c'est une série de meurtres commis par un certain Ronald DeFeo Jr. Et cette histoire-là, elle est tout à fait vraie. Là. Peu importe l'histoire de fantôme qui a suivi, que les gens exagèrent ou même inventer des événements. C'est vrai que l'histoire d'Amityville débute le 13 novembre 1974 par l'assassinat de 6 personnes. Et durant le procès de Ronald DeFeo, certains ont évoqué la possibilité que l'assassin aurait pu être sous l'emprise du diable. Évidemment, ça a été rejeté. Et Ronald DeFeo a été condamné pour d'autres raisons, mais pas celle d'avoir été possédé. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas introduit dans le cas de Ronald DeFeo, son avocat avait essayé de faire valoir cet élément-là auprès du jury, mais la défense n'était pas appuyée sur vraiment une possession diabolique. C'était troubles mentaux. Et là, ensuite, on essayait de faire valoir quels étaient les éléments des troubles mentaux. Mais aux États-Unis, il y a eu un cas où l'avocat a littéralement déposé devant le jury, devant le juge,
une demande pour une défense basée sur la possession diabolique. Et cet événement-là s'est produit en 1981. C'est un crime qui s'est commis dans le Connecticut. Et ce crime sera l'objet d'ailleurs, on nous l'annonce déjà depuis, on l'annonçait pour septembre 2020. La date a été repoussée, on le comprend, à cause du COVID. Mais ce sera l'histoire qui servira de canevas à la Conjuration 3. On a parlé à quelques reprises là, de cette série de films basés sur les soi-disant enquêtes de Lorraine et Ed Warren. Quand je dis soi-disant, il est vrai qu'ils ont enquêté, mais dans quelle mesure ont-ils vraiment enquêté et dans quelle mesure ont-ils conservé les faits lorsqu'ils ont publié leur compte-rendu de ces événements? Ça reste très, très discutable. Les Warren, s'ils sont des personnages très importants, presque adulés dans le milieu du paranormal, dans un milieu beaucoup plus critique, ils sont plutôt sévèrement critiqués. Certains même les qualifient d'escrocs. Quoi qu'il en soit, septembre 2020, on nous annonçait la sortie du film La Conjuration 3, sous l'emprise du diable. Et cette histoire-là, c'est celle dont je vais vous parler ce soir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait une vingtaine d'années lorsque les événements se sont produits, un certain Arne Cheyenne Johnson. Il a été accusé, il a commis un meurtre, il a été accusé de meurtre et son avocat, Maître Martin Minella, avait introduit une défense basée sur la possession diabolique. Donc on verra ça un peu plus longuement au cours de l'émission. On parle maintenant de l'actualité de la semaine et parlant de Ronald DeFeo, il a défrayé l'actualité dernièrement. Oui, effectivement, en début de semaine, les autorités carcérales du département le département des prisons et de la correction aux États-Unis ont émis un communiqué en annonçant que Ronald DeFeo Jr., donc ce jeune homme de 23 ans qui, le 13 novembre 1974, comme je l'ai mentionné, a assassiné les 6 membres de sa famille à Amityville. Hein. Ils habitaient une maison sise au 112 Ocean Avenue, qui est maintenant le 108 Ocean Avenue. Et cette maison est devenue, par la force des choses, à cause des crimes et des soi-disant hantises rapportée dans ces lieux après les meurtres. Elle est devenue, on l'est connue sous le qualificatif de la maison du diable. Donc ce Ronald DeFeo, après les assassinats, a été rapidement accusé d'être l'auteur des meurtres. Il a subi un procès. Comme je l'ai mentionné, son avocat, William Weber, avait essayé d'introduire une défense basée sur l'aliénation mentale. Les raisons de cette aliénation mentale, Weber a évoqué la possibilité de forces obscures qui auraient pu manipuler Ronald DeFeo. C'est pas du tout c'est pas le discours qu'a tenu le procureur. Pour le procureur, les meurtres de DeFeo avaient été commis essentiellement dans un objectif de pouvoir mettre la main sur l'héritage familial et une police d'assurance pour toute la famille. Et Ronald étant le seul survivant, c'est lui qui aurait empoché le magot. Et c'était, faut bien le préciser, à ce moment-là, au moment de commettre les meurtres, Ronald DeFeo avait 23 ans. C'était localement, c'était un voyou, là. On s'entend bien, il était connu pour ses crises de colère, il était connu pour vendre, trafiquer un peu des narcotiques, il était connu aussi comme étant un toxicomane. Au moment de commettre les crimes, il était déjà en libération conditionnelle parce qu'on le suspectait, on l'accusait d'avoir volé un moteur hors bord dans une marina locale. Donc on voit le bonhomme en question, 23 ans, déjà un dossier criminel assez étoffé, connu des autorités locales comme étant le voyou de la place. Donc, c'est lui qui commet ces crimes et il va être condamné à 6 peines consécutives de 25 ans de prison pour les crimes qu'il a commis. Et il avait droit à une libération. Il avait le droit d'introduire une demande de libération conditionnelle à partir de 1999. Bien sûr, cette demande n'a jamais été entérinée pour la simple et bonne raison que derrière les barreaux, Ronald DeFeo, tu comprends, dans le domaine carcéral, il faut éventuellement, l'idée, on met quelqu'un en prison, bien sûr, il y a un aspect punitif, mais il y a aussi un aspect de réhabilitation derrière les barreaux. C'est un peu un des objectifs que l'on vise avec ça. Et dans le cas de Ronald DeFeo, il ne s'est jamais amendé pour les crimes. C'est-à-dire que malgré qu'à partir de 99, il avait droit à une libération conditionnelle, il a fait une demande, il a été entendu, il en a introduit 2 autres au cours des années qui ont suivi, parce que je pense qu'il y a un délai de 4 ans à peu près entre chaque demande. Et à chaque fois, Ronald DeFeo, bien sûr, disait « Oui, je regrette d'avoir commis ces crimes, oui, etc., etc. » Mais derrière les barreaux, il confiait à d'autres prisonniers. Et ça, bien sûr, c'est arrivé aux oreilles des commissaires de
la Commission de libération conditionnelle. Il racontait toutes sortes d'histoires. Hein. C'est pas moi qui ai commis les crimes. Il a fourni plusieurs versions. Hein. Dans une première version, c'était « Ce n'est pas moi, c'est un membre de la mafia », parce qu'il faut comprendre que la famille DeFeo était une famille italienne. Le grand-père a été le propriétaire d'une concession automobile à Manhattan, où travaillait d'ailleurs Ronald et son père, Ronald Senior, qui était l'une des victimes de ces crimes. Donc Ronald travaillait dans ce garage appartenant à son grand-père, et il disait que la famille avait eu des mailles à partir avec des membres de la mafia de Manhattan. Donc une des versions qu'il a fournies derrière les barreaux, c'est pas moi, je suis innocent, c'est un membre de la mafia. Et puis ensuite il est revenu là-dessus en disant, il nous a sorti une autre histoire, ce n'est pas moi, c'est ma sœur Dawn. Hein. Il faut comprendre que dans les victimes, il y avait les parents de Ronald DeFeo, il y avait ses deux plus jeunes frères et ses deux sœurs également plus jeunes. Lui, Ronald étant l'aîné de la famille. Alors, il accusait l'une de ses sœurs, une des victimes, âgée de 18 ans, Dawn. Il dit, voilà ce qui s'est produit. J'ai entendu des coups de feu. Je me suis réveillé. Quand je suis sorti de ma chambre, je suis tombé nez à nez avec ma sœur Dawn, qui tenait l'arme à feu. Elle avait abattu les membres de la famille. Je me suis bagarré avec elle. J'ai réussi à lui retirer l'arme. Elle s'est sauvée dans sa chambre. Elle s'est jetée sur son lit. Et c'est à ce moment-là que je l'ai abattue. Donc, tu vois, une histoire un peu cousue de fil blanc. Ça tient pas la route, mais on comprend. D'ailleurs, le procureur, en entendant cette version, le procureur qui était Gérard Sullivan, va déclarer en cours, va dire bien sûr qu'il va sortir une histoire comme celle-là parce que il essaie de se disculper des meurtres des enfants parce qu'on le sait, derrière les barreaux, les assassins d'enfants ont généralement un peu de difficulté avec les autres prisonniers et on doit les placer en isolement. Donc, en accusant sa sœur Dawn d'avoir assassiné les enfants, Ronald DeFeo se disculpait d'avoir assassiné les enfants. Donc, il a sorti un peu ces versions-là, et chaque fois, bien sûr, il ne s'amende jamais. Donc, même si on joue la comédie devant les commissaires de la Commission des libérations conditionnelles, même si on pleure, on se fait un harakiri quasiment sur notre chaise. Évidemment, tout ce qui se dit entre les murs, éventuellement, ça donne naissance à des rumeurs. Ces rumeurs-là sont véhiculées à travers les gardiens, puis éventuellement, c'est difficile de pouvoir t'en sortir de cette manière-là. Donc, dans le cas de Ronald DeFeo, chaque fois qu'il a fait une demande de libération conditionnelle, elle lui a été refusée parce que, bien sûr, derrière les barreaux, il refusait de reconnaître son implication dans les meurtres d'Amityville. Et une des dernières entrevues, il a rarement donné des entrevues aux médias. Les quelques entrevues qu'il a données aux médias, c'était pour dire... il a toujours réfuté l'idée des démons à Amityville. Pour lui, ça, c'était de la foutaise et il l'a bien reconnu à plusieurs reprises. C'était une stratégie proposée par son avocat, William Weber, pour essayer de plaider la folie. Cela étant dit, là-dessus, il reconnaissait sa responsabilité dans la mesure où il disait « le seul véritable démon qu'il y avait à Amityville, c'était moi ». Donc, là-dessus, il reconnaît une part de responsabilité. Mais en revanche, était-il seul? Est-ce qu'il y avait des membres de la mafia? Est-ce qu'il y avait sa sœur? Quoi qu'il en soit, peu de temps avant son décès, Ronald DeFeo avait donné une entrevue à la télévision américaine. Et il avait dit « Vous savez, la véritable histoire d'Amityville, je ne l'ai jamais racontée. » Et si on croit à cette version-là, c'est la énième version que DeFeo nous sort. Donc, il dit la véritable version, je ne l'ai jamais racontée. Là, il est décédé. C'était vendredi dernier, le 12 mars. Il est décédé. À ce moment-là, il purgeait sa peine à la prison, au centre correctionnel Sullivan, qui se trouve à Fallsburg, dans l'État de New York. Selon le communiqué des autorités carcérales, il a été, dans la soirée, en début de soirée, le 12 mars dernier, il a été transféré au centre médical d'Albany où on a confirmé son décès. Et au moment où on se parle, Yannick, les autorités n'ont pas fait connaître, il y a eu une autopsie bien sûr, mais les autorités n'ont pas fait connaître les raisons de la mort de Ronald DeFeo. Il avait 69 ans, mais ils ont clairement fait entendre qu'il ne s'agissait pas d'un rixe entre des prisonniers ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de crime là, ici, il n'y a pas eu de violence. Est-ce qu'il est décédé d'une maladie, un arrêt cardiaque? On ne le sait pas, mais il semble que Ronald DeFeo soit mort d'une mort naturelle. Et avec lui, bien sûr, se clôt l'un des derniers chapitres sur l'histoire d'Amityville. Puis on lui souhaite d'être en enfer. Oui, bien sûr. Highway to Hell. All right. Deuxième sujet, le petit corps interstellaire Oumuamua n'est finalement pas ce que certains pensaient.
Ben, en fait, c'est une histoire qui revient. Hein, ça fait à plusieurs reprises, on a parlé de cette histoire-là. Ce Oumuamua, je rappelle aux gens qu'est-ce que c'est. C'est un astéroïde qui a traversé notre système solaire en 2017. Et à cause de sa trajectoire et de sa vélocité, on savait que cet objet venait d'un autre système solaire que le nôtre. Donc, il est arrivé dans notre système. Imaginons un peu que notre système solaire est un peu ressemble à la planète. Toutes les planètes sont disposées sur une espèce c'est le même plan autour du Soleil. Hein. Imaginons un peu comme la planète Saturne avec ses anneaux. Ben, toutes les planètes se déplacent sur les anneaux. Donc, c'est un peu l'image qu'on a de notre système solaire. On a un Soleil, les 8 planètes, et une 9e si on inclut Pluton, qui est en fait un planétoïde. On se déplace sur une espèce de cercle autour du Soleil. Or, cet objet est arrivé par le haut, donc il a traversé un peu part en part, en suivant une trajectoire très particulière. Il traverse notre système solaire, et c'est un objet, au départ, on le désignait, il a été observé ou il a été localisé pour la première fois par des astronomes qui travaillaient à un radiotélescope qui est situé à Hawaï, d'où le nom de Oumuamua, qui veut dire le visiteur. Et à ce moment-là, en fonction des observations que l'on avait, c'était un peu difficile de déterminer la taille et la forme de l'objet, mais on le décrivait généralement comme une espèce de cigare qui aurait fait quelque chose comme 800 mètres de long par 80 mètres de large ou quelque chose comme ça. Avec le temps, on s'est aperçu que l'objet n'avait pas exactement cette forme-là. En fait, l'objet ressemblait plus à un gros biscuit, là. Quelque chose comme ça. Et l'objet avait 2 particularités qui ont intrigué les astrophysiciens. Dans un premier temps, il y avait une espèce de cycle où l'objet paraissait plus lumineux. Et ça, c'est un cycle assez régulier. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est le mouvement de l'objet? Est-ce qu'il pivote sur lui-même? Bref, à des moments donnés, il semble plus lumineux qu'à d'autres. Et au moment où il est approché du Soleil, l'objet a accéléré. Et ça, c'est quand même assez particulier. Donc, il accélère et il échappe comme ça à la force gravitationnelle du Soleil et il s'éloigne dans le cosmos et il est parti. Là. Donc, Oumuamua est venu et passé et il ne reviendra jamais. Ces comportements mystérieux ont soulevé énormément de débats. Et certains ont dit, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un astéroïde du type comète un peu? Parce qu'on a dans notre propre système solaire des objets qui ont ce comportement-là, et ce sont les comètes. Mais lorsque les comètes approchent du Soleil, ce sont des grosses boules de neige et de glace, lorsqu'elles approchent du Soleil, la couche de glace qui est composée d'hydrogène et d'oxygène se met à fondre, ce qui fait cette espèce de chevelure, cette traînée lumineuse derrière les comètes. Et comme elle perd de sa masse, parce que les glaces fondent, bien évidemment, l'objet va accélérer et ainsi échapper à la gravité du Soleil et reprendre un peu son orbite, comme par exemple la comète de Halley qui revient à peu près tous les 76 ans. Donc, on a des objets qui ont ce comportement-là. Mais dans le cas de Oumuamua, quand on a regardé l'objet lorsqu'il approchait du Soleil, les radiotélescopes qui étaient tournés vers lui n'ont pas détecté la présence d'hydrogène ou d'oxygène qu'on aurait dû détecter s'il était composé de glace et que cette glace fondait. Et on aurait dû voir une espèce de chevelure derrière l'objet et on aurait pu expliquer son accélération. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. On n'a pas observé ça. Donc, ça a donné naissance à toutes sortes d'hypothèses, certaines assez fantaisistes, et l'une d'entre elles a été énormément populaire. Elle a déjà été publiée en 2017. Un certain Avi Loeb, qui est un astrophysicien de l'université Harvard, avait évoqué la possibilité que Oumuamua était peut-être une sonde extraterrestre, fabriquée par une intelligence extraterrestre. Donc, la sonde aurait traversé notre système solaire, peut-être en récoltant des données, et ou bien si elle était plus active, elle aurait pu être une sonde morte, mais quand même fabriquée par une civilisation extraterrestre qui dérive à travers le cosmos. Lorsque Avi Loeb avait publié cette hypothèse-là, on est toujours en 2017, début 2018, à ce moment-là, il y a une véritable levée de bouclier dans le milieu de l'astrophysique. On s'est dit, mais voyons donc, c'est aller chercher l'hypothèse la plus invraisemblable, la plus fantaisiste. Et là, beaucoup de critiques se sont dressés sur cette hypothèse-là. Et là, c'est assez curieux parce que Avi Loeb, ce qu'il fait, il vient tout juste de publier un ouvrage qui s'intitule « Extraterrestre, le premier signe d'une vie intelligente », sous-titré «
Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Si j'ai raison, tu sais, c'est un peu comme je te dis, il y a une vie après la mort, Yannick. Et si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'humanité. Et souviens-toi que c'est moi qui l'ai dit, là. Ouais, c'est ça. Souviens-toi que c'est moi qui l'ai dit. Et c'est assez curieux parce que les critiques ont dit, c'est quand même curieux parce que tu vois un peu la mécanique ici, Avi Loeb, qui est pourtant un scientifique reconnu, là, on le dit bien, c'est un astrophysicien qui est attaché à l'université Harvard. Mais il vient soudainement de court-circuiter la mécanique scientifique. Parce que la mécanique scientifique, c'est pas, tu sais, tu publies une hypothèse, je la critique, ben, ce que tu dois faire ensuite, c'est apporter de nouveaux arguments pour justifier si tu maintiens ton hypothèse et tu veux réfuter tes critiques, ben, tu dois apporter de nouvelles preuves, de nouveaux éléments. C'est pas ce que fait Avi Loeb. Il propose l'hypothèse qu'il s'agit d'une sonde extraterrestre, il soulève la critique du milieu académique, alors plutôt que de répondre à ses détracteurs du milieu académique en publiant à son tour un contre-argument dans la presse scientifique, il se tourne, écrit un ouvrage populaire et populiste pour dire « je persiste et signe » et le publie comme ça à grande échelle pour tous les lecteurs. Des lecteurs, bien sûr, l'ouvrage est ultra médiatisé et bien sûr, les lecteurs, ceux qui vont en librairie acheter le livre, ben, sont déjà un peu convaincus de l'existence des extraterrestres. Là, donc, ils prêchent pour des gens qui sont déjà convaincus. Mais bon, la publication de cet ouvrage-là, ultra médiatisé, dont on parle depuis quand même plusieurs semaines, a amené des scientifiques à se repencher sur l'histoire d'Oumuamua. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qu'on n'aurait pas compris, qui pourraient expliquer de manière plus rationnelle quelle était la nature de l'objet? Et voilà qu'une étude qui vient d'être publiée dans le Journal of Geophysical Research, et ce sont des scientifiques, des astrophysiciens attachés à l'Université de l'Arizona, et qui, eux, évidemment, leur recherche vient mettre un bémol sur l'hypothèse des Loeb. En fait, eux, ils disent, on n'a pas besoin de chercher si loin pour comprendre ce que c'était, là. En fait, l'objet en question, a exactement réagi comme l'aurait fait une comète. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher une explication exotique comme une sonde extraterrestre. Une comète agit exactement comme a agi Oumuamua. Mais évidemment, la question, c'est comment expliquer qu'il a accéléré et en accélérant, une comète va libérer des gaz composés d'hydrogène et d'oxygène, qui est la glace qui fond, alors qu'Oumuamua n'a pas fait ça. Ben, la réponse, elle est très simple. C'est que la glace qui composait ou qui recouvrait Oumuamua n'était pas de la glace composée d'hydrogène et d'oxygène. Et on n'a pas besoin d'aller chercher de midi à 14 heures pour essayer de comprendre ce que c'était. Quand on regarde la planète Pluton, elle est couverte d'une couche de glace, mais cette glace n'est pas composée d'hydrogène et d'oxygène, mais elle est composée d'azote, de nitrogène. Or, évidemment, le nitrogène, lorsqu'il fond, si on prenait Pluton et on la rapprochait du Soleil, évidemment, sa couche de glace qui est composée de nitrogène va fondre. Pluton va perdre une partie de sa masse, mais le nitrogène, en fondant, ne donnera pas les mêmes signatures sur les spectromètres des radiotélescopes comme le donnerait, par exemple, l'hydrogène ou l'oxygène si c'était composé de glace ordinaire. Donc, les scientifiques arrivent à la conclusion que, finalement, Oumuamua n'est rien d'autre qu'un astéroïde, mais il provient probablement d'une collision dans un autre système solaire avec une planète qui devait fortement ressembler à notre planète naine, Pluton. Donc, il y aurait eu une collision. Une partie de cette planète, probablement recouverte, comme Pluton, de glace composée de nitrogène, d'azote. Or, un morceau s'en serait détaché, et c'est ce morceau qui aurait voyagé dans l'espace pendant, selon les experts, à cause de la vitesse de l'objet, probablement pendant à peu près 1 demi-milliard d'années avant d'entrer dans notre système solaire et le traverser. Et lorsque l'objet approchait du Soleil, bien sûr, la couche de glace qui le recouvrait, ce qui fait que comme l'objet pivotait, évidemment, il devait y avoir plus de glace sur un côté que sur l'autre. C'est ce qui donnait cette impression de reflet lorsqu'on observait l'objet. Et au fur et à mesure qu'il approchait du Soleil, cette couche d'azote a commencé à fondre. Et en fondant, bien sûr, l'objet a perdu de sa masse et il a accéléré pour finalement sortir de notre système solaire. Cette explication, évidemment, l'objet n'est plus là, Yannick. Là. Donc, tu peux dire, je continue à croire à la sonde extraterrestre parce que l'objet n'est plus là, on ne peut plus l'observer. Mais l'avantage de cette explication proposée par ces scientifiques de l'Université de l'Arizona, c'est qu'elle ne fait pas appel à aucune donnée exotique. Tu sais, si tu te dis, c'est une sonde extraterrestre,
c'est très exotique comme explication. Tu dis, ben là, il faudrait croire qu'il y a quelque part dans l'univers une civilisation extraterrestre, ce qui n'est pas prouvé. Hein. Il peut certainement, la plupart des scientifiques sont d'avis qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, mais de penser que cette vie puisse amener l'apparition d'une civilisation intelligente, ça reste très problématique. La vie intelligente telle qu'on la connaît sur Terre, elle est peut-être unique. Peut-être que l'apparition de l'intelligence est un passage excessivement exclusif à la Terre, et peut-être qu'il existe des milliards et des milliards de planètes dans l'univers où il y a de la vie, mais il n'y a peut-être aucune vie intelligente, du moins capable de modifier son environnement et de créer des véhicules, des sondes interplanétaires. Donc, il faudrait accepter cette idée-là, qu'il y a une civilisation dans l'univers capable de construire des sondes interplanétaires et que l'une de ces sondes-là aurait été envoyée dans l'univers et aurait traversé notre système solaire. Donc, on le voit, l'hypothèse des Villeb fait appel à énormément d'éléments à caractère exotique, alors que l'hypothèse proposée par les chercheurs de l'Université de l'Arizona, elle pige dans des choses qui sont parfaitement connues, donc une planète, une exoplanète de type Pluton, frappée par une météorite, un débris s'en détache, et il gravite dans l'univers, traverse notre système solaire. La glace qui le compose, composée de nitrogène, fond lorsqu'il approche du Soleil, et il accélère et échappe à la force gravitationnelle de notre étoile. C'est pas plus compliqué que ça, puis ça semble assez banal, et je dois t'avouer que cette hypothèse-là a soulevé presque l'aval complet de la communauté scientifique par rapport à la nature d'Oumuamua. Donc, entre deux choix, là, la sonde extraterrestre et le débris provenant d'une exoplanète de type Pluton, ben, ça me paraît, la deuxième hypothèse me paraît plus vraisemblable. Mais évidemment, pour le cœur, j'aurais préféré la sonde interplanétaire extraterrestre. Mais malheureusement, les faits scientifiques semblent davantage s'orienter vers un débris spatial de type exoplanète de style Pluton. Advenant le cas où on est seul, qui nous a créés, Christian? En 30 secondes. Ben, qui... Je crois que je pense que ce sont des facteurs qui font que la vie est apparue sur la Terre. Hein. Il y a deux grandes hypothèses. Il y avait une soupe originale qui a permis l'apparition de la vie sur la Terre, ou bien la vie a été transportée par des microbes sur le dos d'une météorite qui aurait tombé sur Terre et aurait entraîné l'apparition de toutes sortes de formes de vie, donc des unicellulaires qui ensuite se seraient développés pour créer la vie telle qu'on la retrouve sur Terre. Qui a créé ça? La possibilité de deux? Ça, c'est la grande question. C'est un peu comme si tu posais aux astrophysiciens qu'y avait-il avant le Big Bang? On le sait pas. Qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? Là? Bon, on le sait pas. Mais bon, ce sont les hypothèses sur l'apparition de la vie, mais c'est vrai que le grand débat, les gens, souvent, lorsque l'on parle de vie extraterrestre ou de vaisseaux spatiaux, les ovnis et autres, c'est vrai qu'un des arguments qui est souvent proposé, c'est de dire, oui, c'est ridicule de croire que nous sommes seuls dans l'univers. Faut faire attention. D'abord, dans un premier temps, même si nous ne sommes pas seuls, même si on imagine des civilisations extraterrestres qui nous ressembleraient ou qui seraient simplement plus avancées que nous, cela ne prouve pas que ces gens-là nous rendent visite. Hein? Je veux dire, c'est ce que moi j'appelle le syndrome du kangourou. On sait tous qu'il y a des kangourous en Australie, mais si tu me dis en avoir croisé un sur le pont Pierre-Laporte ce matin, je vais avoir des doutes. Hein? C'est pas parce qu'il y a des kangourous en Australie qui vont venir se balader sur le pont Pierre-Laporte. C'est un peu la même chose. Même s'il y avait des civilisations ailleurs dans l'univers, ça prouve en rien que ces civilisations-là nous rendraient visite. Et le deuxième gros problème, c'est que lorsque l'on parle de vie dans l'univers, on assume trop aisément que l'intelligence est un processus, une étape naturelle dans l'évolution des formes de vie, alors que ça, on ne le sait pas du tout. Le seul exemple que l'on a, c'est la vie sur Terre. Et oui, effectivement, la vie sur Terre a évolué et a amené la création d'êtres biologiquement intelligents, mais est-ce que c'est un processus qui se reproduirait sur d'autres planètes? Ça reste très incertain. Il est possible qu'il y ait des milliards et des milliards de planètes dans l'univers où on va retrouver des formes végétales, de la vie sous forme végétale, de la vie sous forme animale. Mais imaginez que ces formes animales vont obligatoirement déboucher sur une civilisation intelligente. Ça reste très, très problématique. Et tous les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, ça reste un sujet de débat. Tu as dépassé ton 30 secondes en passant. Un nouveau manuscrit de la mer morte, cher ami.
Ouais, ça, c'est intéressant. C'est une nouvelle qui a été annoncée au début de la semaine par le Bureau des Antiquités israéliennes. On vient de trouver dans une caverne à peu près 80 fragments qui datent à peu près de 2000 ans. Et ces 80 fragments sont c'est ce qu'on appelle des manuscrits de la mer Morte. Ils font partie de cette grande collection qu'on a baptisée Manuscrits de la mer Morte. Et ces manuscrits, c'est assez amusant parce que quand on parle des manuscrits de la mer Morte, quand tu visites les gens qui ont des discours un peu ésotériques ou mystiques, on essaie de donner à ces manuscrits une espèce de valeur qu'ils n'ont pas. Hein, on essaie de nous faire croire qu'à l'intérieur des manuscrits de la mer Morte, il y aurait des informations qui mettraient en danger les grands préceptes de l'Église, les grands canons de l'Église, tout ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Pourquoi les manuscrits de la mer Morte sont importants? Et en fait, il y a deux types de textes qu'on retrouve dans les manuscrits de la mer Morte. Bon, rappelons que les premiers ont été découverts en 1947, hein, dans ce qu'on appelle le désert de Judée qui longe la mer Morte. Donc, dans une caverne en 1947, on a trouvé les premiers manuscrits et on en a à peu près 900 aujourd'hui, principalement découverts entre 1947 et 1950. Pourquoi ces manuscrits sont très intéressants? Pour deux raisons. Une partie des manuscrits sont des textes qu'on pourrait qualifier de textes communaux. Donc, ils nous parlent de la communauté de gens qui les a écrits, ces textes-là, et on suppose que ces gens-là étaient un groupe d'individus qui avaient une espèce de vie monastique qu'on appelait les Esséniens. Donc, ce sont ces gens-là, une communauté essentiellement composée d'hommes qui s'étaient réfugiés dans le désert pour échapper aux persécutions, donc le mot va me venir, là, aux persécutions de Rome, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un soulèvement du peuple juif contre l'empereur Adrien à peu près en 135 après Jésus-Christ. Et là, bien sûr, les Juifs ont été persécutés par Rome. Donc, beaucoup d'entre eux se sont dispersés un peu partout et on retrouve comme ça des communautés qui vont s'installer dans des espèces de vie monastiques le long de la mer Morte. Donc, les textes communaux nous parlent de ces gens-là. Donc, ils nous disent pourquoi ils se sont réunis, comment ils vivaient, quelles étaient leurs croyances. Bon, et certains on raconte le détail de certains cultes qu'on avait. Donc, ces textes-là informent les historiens un peu sur des communautés du 1er, du 2e siècle qui vivaient le long de la mer Morte et qui permet à des historiens et des archéologues de mieux centrer les vestiges qu'on retrouve dans cette région-là. Et le deuxième élément, et c'est peut-être pour ça que les textes de la mer Morte sont si fantastiques, c'est que les textes de la mer Morte, une grande partie d'entre eux, contiennent les textes, les premières versions connues que l'on a encore aujourd'hui entre nos mains, des textes qui ont composé l'Ancien Testament, la Torah par exemple. Il faut savoir que les textes de l'Ancien Testament, la Torah juive, ces textes-là ont été écrits aux alentours à peu près entre 6 et 800 ans avant Jésus-Christ. C'est l'histoire de la Genèse, c'est l'histoire de Moïse et compagnie. Mais ces textes-là, on ne les a plus. Ils ont disparu avec le temps. Les textes les plus anciens que l'on a, c'est justement ces fameux textes de la mer Morte. Bien sûr, il y a eu une tradition, d'abord orale, et ensuite une tradition écrite, mais les plus anciens textes que l'on a de la Torah juive, ce sont des textes qui datent du 3e, 4e, 5e siècle. Et la découverte des textes de la mer Morte nous a permis d'avoir une version encore plus ancienne. Donc, on peut reculer, on est encore plus proche de la source. Ces documents-là, ils sont très intéressants parce qu'ils nous montrent comment les anciens ont mis énormément d'efforts, parce que les textes ont été traduits. Au départ, ils étaient écrits en hébreu. Certains des textes de la mer Morte sont écrits en grec, comme d'ailleurs les fragments qu'on vient tout juste de découvrir sont écrits en grec. Et on voit comment les copistes et les traducteurs ont mis énormément d'efforts à garder le véritable sens des textes originaux, les mêmes mots, Bien sûr, il y a quelques variantes, mais on voit que les textes de cette époque, qui datent aux alentours du 1er siècle, mais même on a certains fragments qui semblent indiquer que les textes auraient été écrits un siècle avant Jésus-Christ, donc les gens qui se sont réfugiés le long de la mer Morte transportaient avec eux des rouleaux de papyrus, certains étaient écrits sur le cuir, on transportait ces rouleaux-là visiblement qu'on conservait depuis 200 ans et qui étaient des premières versions des textes de la Torah. En fait, c'était des copies de textes anciens, mais c'était la plus ancienne copie que l'on avait. Donc, ils les ont amenés avec eux et ce sont ces documents-là qu'on retrouve. Dans le cas présent, parmi les 800 fragments qu'on a trouvés,
On a trouvé des textes qui sont des extraits du livre de Zacharie et de Nahum, qui sont des prophètes qu'on retrouve dans le livre des prophètes dans l'Ancien Testament. Et là, on peut comparer avec les versions plus modernes que l'on a, et on voit que cette version écrite en grec, comme je l'ai mentionné, qui date probablement d'un siècle avant Jésus-Christ, est assez proche de la version que l'on a dans nos Bibles modernes à la maison. Donc, on voit encore là le souci des copistes, des traducteurs, de conserver le sens des écrits. Ces textes-là, Yannick, il faut que je te le dise, ils ont été trouvés dans une caverne, mais il n'y avait pas que les textes. On a trouvé dans cette caverne également des objets que les gens transportaient avec eux. Certains de ces artefacts dateraient de plus de 10 000 ans. On a trouvé notamment le corps d'un enfant momifié entouré d'une espèce de couverture que les scientifiques situent à peu près à 10 000 ans d'âge. Donc tu vois, il y a toute une culture qui s'est développée dans ce désert de Judée et malheureusement, à partir du moment où on a découvert les premiers textes de la Mer Morte en 1947, et là, il y a eu une espèce de fouille massive entre 1947 et 1950 qui a permis de retrouver l'ensemble des textes que l'on a aujourd'hui, à peu près 900. Mais c'est vrai qu'après 1950, les cavernes le long de la Mer Morte ont été l'objet de pillages tout à fait épouvantables parce que on espérait, les pilleurs espéraient trouver de ces manuscrits et pouvoir les revendre sur le marché noir. Probablement que beaucoup de ces documents ont été trouvés. Certains ont probablement été détruits. Dans le cas dont je te parle, la fameuse caverne en question où on a trouvé ces manuscrits, on l'appelle la caverne de l'horreur parce qu'à l'intérieur, on a trouvé beaucoup de squelettes, probablement des premiers chrétiens ou des gens de la communauté juive ou peut-être des Esséniens qui avaient trouvé refuge là pour échapper, comme je l'ai mentionné, à la persécution de Rome. Donc, c'est d'où le nom de grotte de l'horreur. Mais cette caverne-là, elle est très difficile d'accès. C'est probablement ce qui a permis de conserver si longtemps ces objets-là qui ont échappé aux pilleurs. Il faut savoir qu'on est sur une falaise qui fait à peu près 200 mètres de haut. Et la caverne se situe grosso modo à 80 mètres à partir du sommet de la falaise. Donc, pour accéder à la falaise, il faut ou bien faire de l'escalade à partir du pied de la falaise jusqu'à la caverne ou descendre en rappel du haut de la falaise vers la caverne. Donc, elle est très, très difficile d'accès et c'est probablement pour ça que durant toutes ces années, elle a échappé aux pilleurs. Donc, on a trouvé donc 80 fragments vieux de grosso modo 2000 ans. Certains de ces textes sont des textes bibliques de l'Ancien Testament et encore une fois, ils viennent confirmer ce que l'on avait constaté avec les autres textes découverts dans les années passées, c'est-à-dire ce souci des copistes et des traducteurs de conserver l'essence des textes qu'on retrouve dans la Bible et principalement la Torah juive. L'auditeur te pose la question, est-ce que se pourrait qu'il y ait certains manuscrits qui soient écrits en copte? Oui. Oui, OK. Oui. Donc, on a plusieurs langages qui ont été utilisés. Là, ceux qu'on a trouvés étant en grec, on en a qui ont été écrits en copte, on en a qui ont été écrits en hébreu, on en a trouvé aussi écrits en hébreu. Donc, plusieurs langues, ce qui montre bien que la présence de ces gens-là le long de la Mer Morte étaient des gens qui appartenaient à différentes communautés, même si la communauté principale à qui on attribue les textes de la Mer Morte demeure les Esséniens. Les Esséniens. Les Esséniens. Wow. On pense même d'ailleurs, c'est assez amusant, je te fais un petit aparté comme ça, Ben oui. mais dans les Esséniens, dans les textes communaux, on retrouve des éléments où les Esséniens parlent de leur communauté, leurs croyances. C'est vrai qu'ils ont des croyances un peu ésotériques, ils croient au pouvoir des pierres, etc. Donc, ils parlent un peu de ça. Puis, ils parlent également de rituels, dont notamment une espèce de rituel de baptême. Puis, le fait que dans leur communauté, c'est essentiellement une communauté d'hommes. Et on va retrouver dans ces éléments, dans les rituels, dans les croyances des Esséniens, on va retrouver plusieurs éléments qu'on va replacer dans la bouche de Jésus. Et certains ont fait remarquer qu'on a l'impression que Jésus va reprendre dans son ministère des concepts qui ont été développés chez les Esséniens. Et certains se sont même posé la question, est-ce que Jésus, on le sait, la Bible est à peu près, le Nouveau Testament est à peu près muet sur les 30 premières années de la vie de Jésus.
Donc, on le fait naître à Bethléem, même si probablement qu'il n'est pas né à Bethléem, mais comme il devait être un descendant de la maison de David et que David était né à Bethléem, pour les besoins de la prophétie, on devait faire naître Jésus à Bethléem. Mais les archéologues et les historiens pensent qu'il est probablement né à Nazareth, puisqu'il a passé toute sa vie à Nazareth. D'ailleurs, quand il est crucifié, les Romains le baptisent le Nazaréen. C'est le nom qu'on lui donne. Et d'ailleurs, le titulus qui est placé sur sa croix mentionne bien Jésus le Nazaréen. Donc, il a grandi à Nazareth. Donc, il est probablement né aussi à Nazareth. Mais pour les besoins de la prophétie, il est important qu'on fasse naître le prophète à Bethléem. Quoi qu'il en soit, quand on sait qu'il naît probablement à Nazareth, il va passer toute son enfance et le début de sa vie adulte à Nazareth avant d'entreprendre son ministère, alors qu'il a à peu près 30 ans. Mais la Bible est à peu près muette sur ses 30 premières années. Et comme on retrouve dans son discours, c'est important de rappeler que le discours de Jésus, et ce sont quand même des textes tardifs, les premiers textes écrits de la vie de Jésus par Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont en fait des noms qui regroupent différents auteurs. Il ne faut pas imaginer qu'on a un Matthieu, Marc et Luc qui s'assoient avec une feuille de papier puis qui écrivent leur expérience avec Jésus ou ce qu'ils en savent. Là. C'est comme ça qu'on nous l'expliquait au primaire, en tout cas. Oui, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est plusieurs personnes qui, quand on a décidé, quand il y a eu le concile de Nicée, on est en 325, on a beaucoup de textes qui sont des textes religieux, puis on va décider de les regrouper. Et là, on va les regrouper, certains davantage sur la vie terrestre de Jésus, d'autres sur son ministère, d'autres sur sa vie céleste. Donc, on a des espèces de courants philosophiques qui vont servir à déterminer les textes. Et là, on sait que ces textes-là, dans certains cas, on a plusieurs sources qui sont les auteurs de ces textes, et on va les regrouper sous Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il est possible que derrière Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça se peut qu'il y ait 4, 5, 6 auteurs. On sait en tout cas qu'il y a une source qu'on appelle la source Q, qui est très importante, qui a sûrement écrit beaucoup de textes qui sont liés au Nouveau Testament. Donc, on a différentes sources. Donc, faut pas penser à un individu qui écrit tous les textes de la Bible, là, ou un Matthieu, Marc, Luc et Jean avec sa feuille et son stylo là, qui écrit. Ça marche pas comme ça. Mais on les regroupe sous ces formes-là. Mais ces textes-là, tout ça pour dire, Yannick, que ces textes-là sont quand même tardifs. Ils arrivent aux alentours de l'an 60, 65. Pour les plus tôt, là, aux alentours de l'an 60 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, on est 30 ans après la mort du prophète. Et les textes les plus jeunes, par rapport à nous, ce sont des textes qui seront écrits aux alentours du tournant du 1er siècle. C'est donc entre 65 après Jésus-Christ et l'an 110, 120 à peu près. Et ces textes-là, donc, ce sont les textes qui vont servir à déterminer les canons de l'Église. Donc, les Matthieu, Marc, Luc et Jean, et quels sont les textes qui seront incorporés dans notre Bible que l'on a à la maison. Ça ne veut pas dire que les autres textes sont rejetés, mais ils n'apportent rien de nouveau à ce qui est déjà le message véhiculé dans ces premiers textes. Donc, évidemment, pour les besoins, on fait naître Jésus à Bethléem parce que ça va avec les prophéties, mais qu'est-ce qu'il a fait durant ces 30 années de sa vie? On ne le sait pas, mais c'est vrai que si on écoute ou on lit les auteurs, les évangélistes, on constate effectivement que certains discours de Jésus se rapprochaient de la philosophie essénienne, et on peut se poser la question, est-ce que Jésus, s'il a existé, parce qu'il y a encore un débat sur l'existence d'un Jésus historique, mais si ce Jésus historique a existé, peut-être avait-il été prendre certains de ses enseignements auprès des Esséniens et il les a incorporés à son propre message spirituel et religieux. Oh, que je vais recevoir des courriels dans les prochaines minutes. 18h42, on va faire une très courte pause. Vous avez des choses à me dire par texto, 88-670-9098, par courriel. Voyons donc, studio à radiox.com. On revient. Live à radiox.com. Voilà. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. How can we help? Do you think you'll be able to prove the existence of the devil in court? Truth doesn't require anyone to believe it.
La Conjuration, cher ami. Oui, La Conjuration 3, donc on est toujours un peu en attente d'une bande-annonce officielle. À propos de ce film-là, il y a eu quand même une espèce de petite bande-annonce qui a été mise, mais qui n'est pas la bande-annonce officielle du film, c'est ce qu'on vient d'entendre. On nous annonce ce film-là pour le printemps 2021, mais ça fait déjà 2 fois qu'on retarde la sortie du film. La dernière date qui avait été annoncée était en septembre 2020. On comprend pour les raisons de COVID et confinement. Bon, on a, comme beaucoup d'autres films, hein, je pense à James Bond également, qu'on a repoussé la sortie pour en tout cas, attendre que les salles de cinéma soient beaucoup plus fonctionnelles qu'elles ne sont en ce moment. Donc, La Conjuration 3, basé sur l'histoire d'un meurtre qui s'est produit au Connecticut en 1981. Le meurtre s'est produit en 1981. Et l'auteur du crime est un jeune homme qui avait 20 ans à l'époque, qui s'appelait Arne Cheyenne Johnson. J'ai mis d'ailleurs sur la page de Radio X quelques photos de Arne Cheyenne Johnson lorsqu'il arrive au palais de justice pour son fameux procès. J'ai enquêté sur cette histoire-là. D'ailleurs, je l'avais retenu au départ pour mon livre « Les tueurs de l'occulte ». Finalement, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. J'ai pris le matériel que l'on avait et j'ai fait un topo, un reportage dans le cadre de la série Dossier mystère qui a été diffusée à Canal D. Donc, j'ai rencontré la famille Glatzel, j'ai rencontré Johnson, j'ai rencontré son avocat, tout ça. Je te raconterai un peu comment tout ça s'est passé par la suite, mais sans plus tarder, allons-y immédiatement avec notre capsule audio de la soirée qui raconte le crime de Arne Cheyenne Johnson et comment le diable s'est mêlé de la partie. Nous sommes à Brookfield, au Connecticut, le 6 août 1980. Le couple, un homme et une femme dans la quarantaine, se garent devant la maison. Aussitôt, une femme en pleurs vient à leur rencontre. Elle est en état de choc. À ses côtés, un adolescent tente de la réconforter. « Où est-il » demande l'homme en débarquant de la voiture. « Dans la maison », explique la femme entre 2 sanglots. « Prenez garde, il est dangereux. » Sans autre invitation, le couple se dirige vers le bungalow. Il s'arrête un instant devant la porte, se signe de la croix et entre résolument. La maison est sans dessus-dessous. Ils font le tour de la cuisine et s'avancent vers le living room. Le garçon est là, assis sur une chaise berçante. Sa tête est penchée en avant, tant et si bien que l'homme et la femme ne voient pas ses traits. Lentement, ils entrent dans la pièce et s'assoient sur le canapé. Devant eux, le garçon, âgé d'une dizaine d'années, relève la tête et les dévisage. Ses traits sont crispés et ses yeux à demi clos. « David ?» demande l'homme. Le gamin reste là, sans bouger. Lentement, un rictus dévoile ses dents. Son regard se fait plus pénétrant. « Je veux parler à David », reprend l'homme. « Non », rétorque l'enfant d'une voix gutturale, une voix qui n'est visiblement pas la sienne. « Qui es-tu » reprend l'homme. « Nous sommes plusieurs. »« Combien » ? « Nous sommes 43. » répond l'enfant. Si Ed et Lauren Warren s'interrogeaient encore sur l'identité de leur adversaire, les voilà fixés. Par la bouche de leur hôte, l'enfer s'est exprimé. Ils sont 43. 43 démons réunis dans le corps de David Glatzel.
Le 2 juillet 1980, Judy Glatzel, 44 ans, accompagnée de ses 3 fils, Carl, 14 ans, Alan, 13 ans et David, 11 ans, rend visite à sa fille aînée, Debbie, 26 ans. Celle-ci et son amoureux, Arn Johnson, 18 ans, emménagent ce jour-là dans une maison louée à la sortie de Newton, au Connecticut. En arrivant sur place, Judy, qui n'a encore jamais visité les lieux, est un peu surprise. L'endroit est vétuste et un bon coup de pinceau lui ferait le plus grand bien. Elle est accueillie par Debbie, visiblement au bord des larmes. On dirait que tout va de travers, confie-t-elle à sa mère. Non seulement la dépendance, un garage attenant à la maison, est-elle toujours occupée, dépendance qui pourtant était incluse dans le contrat de location, mais la locataire précédente de la maison est partie en y laissant plusieurs meubles encombrants. L'un d'eux est un lit d'eau installé dans une chambre du premier étage. Judy Glatzel tente de réconforter sa fille, puis, ensemble, elles se lancent dans une grande corvée de nettoyage. Pendant que les femmes s'affairent, les frères Glatzel explorent la maison, de la cave au grenier. Le cadet, David, se retrouve bientôt seul dans la chambre où se trouve le lit d'eau. Soudain, il est poussé sur le matelas. Surpris, et croyant une blague de ses frères, il se retourne. Non, ce ne sont pas eux. Au pied du lit se tient un homme âgé, l'air menaçant. Ses cheveux sont blancs et il porte la moustache. Ses vêtements, un chandail rouge et un vieux jean délavé, sont en lambeaux. L'homme est semi-transparent. Comme le jeune Glatzel l'observe, l'inconnu le pointe du doigt et lui dit d'une voix éraillée « Gare à toi !» Sur cette menace, ou est-ce un conseil, l'inquiétant personnage disparaît. David est si choqué par cette apparition qu'il sort de la maison en courant, passant devant sa mère et sa sœur plutôt surprises. Lorsque les deux femmes le rejoignent à l'extérieur, il refuse de détailler sa rencontre. Il se contente de dire que quelque chose lui a fait peur. Il ne retournera pas dans la maison du reste de la journée, préférant attendre à l'extérieur que sa mère le ramène chez lui, à Brookfield, au Connecticut, la ville voisine. Le même soir, couché dans son lit, David revoit l'inquiétant personnage de l'après-midi. C'est le même homme, à quelques différences près. Sa peau est grisâtre, comme si elle était couverte de cendres. Ses jambes sont droites et se terminent par des sabots. Comme il l'a fait quelques heures plus tôt, l'homme pointe son doigt vers le jeune Glatzel et lui dit « Gare à toi !» À partir de cette soirée, David Glatzel commence à présenter des troubles de comportement. Il entre dans des espèces de transes et parle d'une voix gutturale qui n'est plus la sienne. À d'autres moments, il est accablé par les apparitions de l'homme en haillons. À plusieurs reprises, le spectre lui sert la même menace. « Prends garde à toi !» lui répète-t-il. Les troubles du jeune Glatzel vont crescendo. Ses parents ne le reconnaissent plus et s'inquiètent de ses comportements. La nuit, son sommeil est si perturbé que sa sœur aînée, Debbie, doit veiller sur lui. La maison des Glatzel devient aussi le théâtre de manifestations surnaturelles. Des murmures envahissent les pièces, des jouets bougent tout seuls, des meubles se renversent sans raison apparente et des chaudrons s'envolent des comptoirs. Judy Glatzel, qui essaie de garder son calme devant les troubles de son fils, est frappée et pincée par des mains invisibles. 12 jours après le début de ces manifestations, les Glatzel contactent Ed et Lauren Warren, un couple de démonologues. Les Warren sont célèbres à travers les États-Unis pour leurs nombreuses enquêtes paranormales, notamment dans la célèbre affaire d'Amityville, la Maison du Diable. Dès les premiers contacts, les Warren concluent que le petit David est possédé par plusieurs entités diaboliques. Avec l'accord de ses parents, ils contactent Monseigneur Doyle, l'éminence grise du diocèse de Bridgeport, dont dépend Brookfield. Mais l'ecclésiastique est réticent à parler d'exorcisme. Les Glatzel, admet-il,
semble en effet tourmenté par des entités maléfiques. Mais peut-on vraiment parler de possession? Le recours à un rituel d'exorcisme est-il vraiment la solution? Avant de donner son accord, explique Monseigneur Doyle, une enquête doit démontrer l'acuité des faits et surtout prouver la nécessité de l'exorcisme. Même si les Warren reconnaissent le bien fondé de cette démarche, ils refusent d'attendre. Ce genre d'enquête demande du temps et c'est là un luxe que les Glatzel ne peuvent pas se permettre. Des actions doivent être entreprises rapidement. Devant l'immobilisme du diocèse, les Warren se tournent vers 3 jeunes prêtres de l'église Saint-Joseph de Brockfield, les pères Grosso, Milea et Di Giovanni. À eux se joint le père Vilkulak, un théologien et un érudit en matière de démonologie. Cette équipe agira en dépit des réticences du diocèse. Les prêtres rendent des visites quotidiennes aux Glatzel. Comme les Warren, ils acquièrent la certitude que le jeune David est possédé par plusieurs entités malveillantes. Il récite des prières, mais l'état du garçon ne s'améliore pas. Évidemment, David n'est pas possédé 24 heures sur 24, mais par périodes qui peuvent aller de quelques minutes à quelques heures. Entre ces périodes, dont il ne garde aucun souvenir, il redevient lui-même. Le 2 septembre 1980, un rituel de libération, appelé aussi petit exorcisme ou exorcisme mineur, se tient dans la chapelle du collège Saint-Joseph de Brockfield. Ce rituel est le seul possible sans l'aval de l'évêque du diocèse. Aidé des pères Grosso, Milea et Di Giovanni, c'est le père Vigulak qui officie le rite. Sont également présents la famille Glatzel et les Warren. C'est le premier rituel d'une demi-douzaine à venir. Proud men have risen up against me, men of violence seek my life. But God is my helper. The Lord sustains my life. In every need he has delivered me. À chaque séance, le jeune David, retenu par sa sœur Debbie, et l'ami de cœur de celle-ci, Arne Cheyenne Johnson, se tord et hurle des obscénités. À un moment donné, durant une pause, Arne Johnson, qui veille au chevet du possédé, s'adresse aux entités maléfiques et les adjoint de le prendre lui, plutôt que cette jeune et innocente victime de 11 ans. Ces appels sont apparemment entendus. À partir du mois d'octobre, les périodes de possession du jeune David Glatzel se font plus sporadiques. En revanche, son frère, Carl, commence à son tour à présenter des troubles de comportement, tout comme Arne Johnson. Tout s'articule comme si le démon ou les démons de David avaient décidé de jouer à saute-mouton, passant d'un corps à un autre. Ces possessions en dents de scie inquiètent les prêtres. Ils ont l'impression d'avoir perdu la bataille, que leurs séances d'exorcisme n'ont fait qu'ouvrir une boîte de Pandore. Les Warren partagent leur avis. En octobre 1980, ils contactent la police de Brockfield. Ils font un résumé des événements survenus au domicile des Glatzel et insistent sur les faits que ces événements semblent à présent hors de contrôle. Ils conseillent aux policiers d'être vigilants, que quelque chose de grave pourrait arriver. À la même époque, Davy, qui est sans emploi depuis quelques semaines, se voit offrir un boulot dans un chenil de Brockfield, non loin de la résidence familiale. Le nouveau propriétaire, Alan Bono, a repris le commerce de sa sœur, mais ne connaît à peu près rien au toilettage des animaux. Qui plus est, il n'aime pas trop les bêtes. Pour s'assurer les services de Debbie, il lui offre même un appartement gratuit, un petit 3 pièces situé dans un bâtiment locatif adjacent au chenil. C'est une offre qui ne se refuse pas. Il faut dire que depuis le début de l'été, elle et Arne Johnson ont été ballottés d'un endroit à un autre. Après les incidents survenus en juillet dans la maison de Newton, le couple a décidé de ne pas y demeurer et a résilié son contrat de location. Comme ils avaient quand même payé pour les 2 premiers mois, c'est la mère d'Arne, Mary, 42 ans, une femme divorcée, et ses 2 filles qui s'y sont installées.
Pendant ce temps, le couple est allé vivre chez les parents de Debbie. D'une certaine façon, c'était plus pratique, considérant les troubles du jeune David. Arn et Debbie étaient plus présents pour veiller sur lui. En octobre 1980, Arn et Debbie emménagent donc dans leur nouveau logis. Mis à part ces périodes de possession passagère, Arn apprécie l'endroit. Rapidement, il se lie d'amitié avec le patron, Alan Bono. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Le 16 février 1981, Arn se lève pour aller au boulot. Il ne se sent pas très bien. Il a des étourdissements et un mal de gorge. Il téléphone à la Right Tree Service, la compagnie d'émondage où il travaille, et se fait porter malade pour la journée. Ce jour-là, ses deux sœurs, Wenda, 15 ans, et Janice, 13 ans, ainsi qu'une cousine, Mary Tennant, 9 ans, sont en visite. Vers 8h30, les filles et Debbie se rendent au chenil, laissant l'appartement à Arn pour qu'il se repose un peu. En fin de matinée, ce dernier se sent déjà mieux. Il part retrouver Debbie au chenil. Alan Bono est là. Il occupe un appartement situé juste au-dessus du commerce. Il est jovial et se plaît à raconter aux sœurs d'Arn ses nombreuses aventures en Australie, où il a passé les 17 dernières années. Pour le dîner, Bono invite tout le monde au Mug and Much, un restaurant situé tout près. Tout le monde se régale, sauf peut-être Alan Bono qui mange peu, mais boit beaucoup de vin rouge. À 13h, tout le monde est de retour au chenil. Bono, qui commence à être passablement éméché, demande à Arn de l'aider à installer de nouveaux haut-parleurs sur sa chaîne stéréo, ce que le jeune homme accepte avec joie. L'installation complétée, Bono allume la chaîne et grimpe le son au maximum. Mais la situation devient vite déplaisante. Et lorsque Debbie demande à Alan de baisser le son, celui-ci refuse. La tension monte d'un cran. À l'heure du souper, alors que Debbie, Arn et les adolescentes se préparent à quitter, Bono rapplique et offre de commander quelques pizzas pour le souper. Il est de plus en plus ivre. Il a bu tout l'après-midi et il est clair qu'il n'acceptera pas un refus. Après tout, Bono est à la fois le patron de Debbie et le propriétaire de leur appartement. Ni Arn ni Debbie ne souhaitent avoir des problèmes. Pendant que les filles vont chercher les pizzas, Arn et Alan ferment le chenil et montent à l'appartement de ce dernier. Aussitôt entré, Bono allume le téléviseur et comme il l'a fait tout l'après-midi avec la chaîne stéréo, il monte le son au maximum. Sur ces entrefaites, Debbie revient avec le souper. Elle demande à Alan de baisser le son, mais celui-ci refuse. « C'est chez moi ici et je fais ce que je veux », réplique-t-il. C'en est trop. Debbie, Arn et les trois filles décident de rentrer. Mais Alan Bono s'interpose et attrape la jeune Mary Tennant par le bras. Debbie intervient et force l'homme de 39 ans à relâcher sa poigne. Arn, Debbie, Wenda, Janice et Mary dévalent les escaliers et se rendent à leur voiture. Mais Bono n'entend pas en rester là. Il rejoint ses invités à l'extérieur. Il cherche la confrontation. Soudain, Arn Johnson fait volte-face. Un étrange grognement émane de sa gorge. Debbie est effrayée. Elle connaît bien son amoureux. Elle sait reconnaître ses expressions quand il est préoccupé, anxieux ou en colère. Ce qu'elle voit à ce moment-là sur son visage n'a rien à voir avec la colère. C'est un visage froid et sans expression. Ses yeux sont exorbités et fixes. Elle reconnaît ce visage. C'est celui de la bête. C'est ce visage qu'elle a vu des dizaines de fois masquer les traits de son frère David et qui maintenant occulte de plus en plus souvent ceux de son amoureux. Debbie Glatzel sait que quelque chose de diabolique est sur le point d'arriver. Arn se dresse devant Alan Bono et l'empoigne violemment. Debbie tente d'intervenir en le tirant vers elle, mais elle a l'impression qu'il pèse 1 tonne.
comme s'il était une statue de pierre. L'instant d'après, Bono tombe à la renverse et Arn, comme un automate, s'éloigne de la scène pour disparaître derrière le chenil. Choqué, Debbie se penche sur Alan Bono et le retourne. Sa chemise est couverte de sang. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle aperçoit sur la pelouse, 4 mètres plus loin, le couteau d'Arn, un couteau de poche avec une lame de 8 cm. Affolée, elle court au chenil appeler des secours. Quelques minutes plus tard, la police et les paramédicaux arrivent sur les lieux. Les ambulanciers tentent de ranimer Bono, poignardé à 5 reprises. Son état est critique. Il est conduit à l'hôpital de Danbury. De leur côté, les policiers lancent un mandat d'arrêt contre Arn Johnson. 1 heure plus tard, le même ambulancier qui a amené Alan Bono aux urgences aperçoit Arn Johnson. Il marche le long de Silvermine Road, à moins d'1 kilomètre des lieux de l'agression. Il semble hagard et perdu. Lorsque l'ambulancier, qui a entendu sur les ondes de sa radio la description du suspect, l'interpelle, Arn ne montre aucun signe d'agressivité. Au contraire, il s'assoit passivement dans le véhicule et attend l'arrivée de la police. Arn Johnson est officiellement arrêté à 19h30 ce soir-là. Il est d'abord écroué pour coups et blessures à l'endroit d'Alan Bono. À 19h39, la donne change. Bono est déclaré mort à l'hôpital. Les accusations contre Arn Johnson s'aggravent. Il est maintenant accusé de meurtre. Pourtant, de sa cellule, le jeune homme affirme ne rien se rappeler de l'agression. En attente de son procès, Arn Johnson est transféré à la prison de Bridgeport. Sa défense est confiée à Martin Minella, un avocat de Waterbury au Connecticut. Après audition des témoins, tant pour les événements survenus le jour du meurtre que pour les événements liés à la possession du jeune David Glatzel, Minella en arrive à une seule conclusion. Arn Johnson était possédé au moment d'agresser Alan Bono. Et il entend bien le démontrer devant la cour. Pendant de longues semaines, Minella collige toutes les informations qu'il trouve au sujet de la possession diabolique. Il interroge des prêtres et des théologiens. Il rend visite au Warren à Monroe, au Connecticut, et retrace en détail le parcours d'Arn Johnson au cours de la dernière année. Son travail est long et laborieux. Même les autorités ecclésiastiques préfèrent prendre leur distance. 2 des prêtres ayant participé au rituel de libération du jeune David Glatzel sont mutés vers d'autres paroisses. L'évêque du diocèse va jusqu'à déclarer que l'Église n'a rien à voir dans cette histoire. L'occulte se met aussi de la partie. À plusieurs reprises, Minella est témoin d'événements étranges et inexplicables dans son entourage. Il a l'impression que des forces maléfiques sont à l'œuvre dans l'ombre. Le 28 octobre 1981, le procès d'Arn Johnson s'ouvre au palais de justice de Danbury. Martin Minella a fait savoir aux médias qu'il avait bien l'intention de présenter une défense de non coupable pour cause de possession diabolique. C'est une première en Amérique. Cette histoire sent le soufre et les médias des 4 coins des États-Unis se sont donné rendez-vous à Danbury. Hélas, du moins pour Arn Johnson, l'affaire tourne court. Le juge, Robert Callahan, refuse d'enregistrer la défense de Maître Minella. Selon lui, la possession diabolique est impossible à prouver hors de tout doute raisonnable, et de surcroît, la démonologie n'est pas une science, mais un passe-temps. Sur ces considérations, le magistrat renvoie Minella ses dossiers. Débouté, l'avocat n'a d'autre choix que de présenter une défense plus conventionnelle, à savoir non coupable par légitime défense. Les témoins sont en effet unanimes. C'est Alan Bono qui a débuté la bagarre en empoignant la jeune Mary Tennant. Or, retenir un mineur contre son gré constitue une offense aux yeux de la loi. Tout l'aspect de la possession est occulté du procès. Les 12 membres du jury
n'entendront donc pas parler des rituels pour libérer le jeune David du malin. Ils n'entendront pas non plus parler des phénomènes étranges survenus à la maison des Glatzel, pas plus que des transformations psychologiques observées ces derniers mois chez l'accusé. À l'issue du procès, Arne Johnson est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de 10 à 20 ans de pénitencier. Il sera libéré 5 ans plus tard pour bonne conduite. Arne Johnson a depuis épousé Debbie Glatzel. Ils vivent aujourd'hui à Sherman, au Connecticut. En 1983, son histoire a été adaptée dans un téléfilm sous le titre The Demon Murder Case, le procès du diable. Le jeune Kevin Bacon y tenait l'un de ses tout premiers rôles, celui de l'assassin. The house, the lovers, the boy, the killer, and a family fighting for its very survival. Ken Kercheval, Cloris Leachman, Andy Griffith, Eddie Albert, in the world premiere movie The Demon Murder Case, a week from tonight. On nous annonce à présent une reprise pour 2021 dans la franchise La Conjuration, les dossiers des Warren. La Conjuration 3, sous l'emprise du diable. Avec Christian Page et Marceau, Radio X. As I got to the bottom of the stairs and I went to open the door, I don't remember anything from that point. The next thing I know, I was in a jail cell. And I said, "What's going on here?" And they say, "Well, you're being charged for murder." I said, "What are you talking about?" Nous venons d'entendre Arnie Johnson. Exactement. Donc, Arnie Johnson, qui n'a aucun souvenir d'avoir agressé Alan Bono. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle je n'ai pas retenu cette histoire-là quand j'ai fait mon livre sur ma série sur les crimes occultes et mon livre sur les crimes occultes, parce que mon objectif était de présenter des cas où l'agresseur avait commis son crime sur la foi de croyances mystiques ou ésotériques ou occultes. Dans le cas de Arne Johnson, même si on a évoqué le diable durant le procès, en fait, je dis on l'a évoqué en coulisses parce que comme la maître Minella voulait déposer cette défense, aliénation mentale à cause de possession diabolique, ça n'a pas été retenu par le juge pour les raisons que j'ai expliquées dans la bande audio, là, dans notre capsule audio, parce que, on peut pas prouver hors de tout doute la possession diabolique et, bien sûr, étudier les démons, ce n'est pas une science exacte. Donc, ça avait été rejeté. Donc, on a dû revoir la stratégie de la défense. Mais comme Alan Bono, comme Arne Johnson ne se souvenait pas d'avoir agressé Alan Bono, évidemment, je ne pouvais pas retenir l'histoire en disant, ben voilà, il a commis son crime avec une motivation occulte. En fait, il y avait, semble-t-il, absolument aucune motivation, si ce n'est peut-être la colère qui découlait d'une journée où les choses sont allées un peu en dents de scie. Donc, je n'ai pas retenu cette histoire-là. Je l'ai quand même utilisée parce que, on avait tout le matériel, on avait rencontré les témoins, les gens impliqués dans l'histoire. J'ai quand même fait une présentation, un volet d'un épisode de Dossier Mystère sur cette histoire-là du démon du Connecticut. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Et on a des opinions qui sont très, très, très controversées. Dans le cas de... Moi, quand j'ai fait ce reportage-là, ce qui m'avait frappé, c'est surtout le témoignage de Maître Minella, qui lui disait, il me racontait qu'au moment où il a pris en charge la défense de Arne Johnson, il disait, moi, il y avait des trucs bizarres qui se passaient chez moi. Par exemple, les lumières se mettaient à s'allumer, se fermaient toutes seules, les portes s'ouvraient, se fermaient, claquaient. Mais les événements qui l'ont le plus troublé à quelques reprises, puis je
comprends que c'est un peu troublant. Il me racontait qu'à l'époque, lui avait une Corvette. Sa voiture était une Corvette qui était neuve. Et là, il me disait, à quelques reprises, et ça s'est produit uniquement durant le procès de Horn Johnson, il dit, à quelques reprises, il dit, je mets l'embrayage, par exemple, en mode avancé, hein, en drive, et au moment où j'appuie sur l'accélérateur, la voiture se met à reculer. Alors, évidemment, c'est un peu inquiétant, là. Et heureusement, bon, il n'y a pas eu collision, mais bon, ta voiture se met à reculer. Là, il dit, j'ai fait jouer un peu le bras de la transmission, je remets ça en drive. Là, la voiture part, fonctionne normalement. Et puis, à un moment donné, alors que je roule, je suis en drive, c'est un peu comme si la transmission arrête ou elle tombe en neutre. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pouvoir. Donc, il y avait beaucoup de problèmes avec sa voiture. Et là, il me dit, j'ai amené la voiture chez le concessionnaire. Ils ont démonté le véhicule, ils ont démonté la transmission. Ils n'ont jamais rien trouvé d'anormal. Ils ont tout remonté ça. Les problèmes ont continué, c'était intermittent. Puis ça s'est produit jusqu'à temps que le procès d'Horn Johnson soit complété. Après, à la fin du procès d'Horn Johnson, plus jamais Maître Minella n'a eu des problèmes avec sa voiture. Donc ça, pour lui, bon, est-ce que c'était lié ou non au diable, à des forces surnaturelles? Maître Minella, lui, attribue ces éléments-là à des manifestations surnaturelles. Bon, moi, j'ai écouté son témoignage avec un certain sourire, mais bon. Et dans cette histoire du diable du Connecticut, il faut savoir qu'avec les années, il y a un fossé qui s'est creusé entre les différents partis. Bon, dans un premier temps, si on essaie de regarder les pour et les contre de cette histoire-là, puis je ne me prononcerai pas sur le diable existe-t-il, parce que ça relève pas du journalisme, ça relève pas de la science de savoir si le diable existe ou non, c'est une question de foi. On y croit ou on n'y croit pas. Puis l'existence du diable, ça relève de la théologie, ça relève de la religion, mais certainement pas de la science. Et quand je regarde cette histoire-là, avec les années, le fossé s'est creusé. Dans un premier temps, il y a on en a parlé à plusieurs reprises durant les émissions de Radio X-Files. Il y a d'abord l'implication des Warren dans le dossier. Et ça, c'est toujours très névralgique parce que les Warren, ce sont des gens qui sont excessivement controversés. C'est pas la première fois que les Warren se retrouvent dans une histoire que des hauts et des bas, que des gens les accusent d'escroquerie, que des gens les accusent de manipulation. Et c'est arrivé dans cette histoire-là, mais c'est arrivé dans plein d'autres histoires. Donc là, on a une espèce de problème. Les Warren, c'est toujours un peu le maillon faible de la chaîne. Hein? Lorsqu'ils arrivent dans un dossier, puis je me rappelle combien de fois je l'ai dit, les Warren, ce sont des gens qui étaient un peu des espèces de zélés de la religion. Eux voyaient le diable partout. Donc évidemment, quand ils vont s'impliquer dans cette histoire-là, hein, dès le début, ils arrivent, ils sont contactés par les Glatzel parce que visiblement l'un de leurs fils a des problèmes, David. Donc les Warren arrivent là et dès la première rencontre, évidemment, ils en concluent que le jeune est possédé par le diable. Et là, évidemment, ils vont mettre en place tous les mécanismes qui vont amener à des prières de libération parce qu'ils ne sont pas autorisés par le diocèse à procéder à un grand exorcisme, mais vont procéder à ce qu'on appelle un exorcisme mineur, qui sont des espèces de prières pour libérer l'individu. C'est pas vraiment le combat, le bien contre le mal, comme on le voit dans le film L'Exorcisme. Ce sont plutôt, on récite des prières et on amène le possédé à réfléchir sur son état, à discuter avec les gens qui sont autour de lui, et qui plus est, dans le cas de David Glatzel, si on accepte cette idée de possession, qu'elle soit fictive ou non, ça se produit. C'était pas 24 heures sur 24. Il y avait des périodes où il était plus conscient, donc on pouvait discuter avec lui. Donc les Warren ont immédiatement conclu au diable. Et là, évidemment, s'ensuit tout le reste. Il faut savoir que les Warren, par la suite, vont publier un ouvrage en collaboration avec un auteur qui s'appelle Gérard Brittle. Ils vont écrire un ouvrage qui s'intitule Devil in Connecticut, qui raconte cette histoire-là. Mais avec les années, deux des frères Glatzel, David et Carl Glatzel, ont pris leur distance par rapport à cette histoire-là. Et non seulement ils ont pris leur distance, mais il y a quelques années, ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre en justice les Warren, en fait la succession des Warren, parce qu'il faut savoir que Ed Warren est décédé en 2006, Lorraine Warren est décédée en 2019. 2019, donc, toi, tu l'as rencontré en quelle année, Lorraine Warren? Lorraine Warren, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, puis je te dis, ma première rencontre avec Lorraine Warren remonte à 2006, parce que, bon, en tout cas, si je me réfère au fait que Ed Warren est décédé en 2006, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Lorraine Warren, c'était chez elle, et Ed Warren était toujours vivant, mais il était très, très, très malade. Et je me rappelle, écoute, pour te raconter l'anecdote,
On arrive là, j'étais avec un caméraman qui s'appelle Patrice Massenet, on arrive là, et Patrice a aidé, Ed Warren était alité à ce moment-là, et Patrice Massenet a aidé Hélène Warren à sortir Ed Warren de son lit et de l'amener sur le balcon. C'était une très, très belle journée d'été, donc on l'a amené, il nous a pas parlé, je pourrais même pas dire s'il était conscient qu'on était là. Donc, Patrice a aidé Lorraine Warren à sortir Ed Warren sur le balcon pendant quelques heures. Et là, moi, c'était ma première rencontre avec elle. Donc, on a passé à travers plusieurs dossiers sur lesquels j'aimais revenir. Après ça, Ed Warren est décédé. J'ai revu Lorraine Warren à quelques reprises ensuite. Et j'étais un peu stupéfait de voir que je dirais que c'est peut-être l'image que je retiens le plus de nos conversations. C'est d'abord cette vision. Sur le plan de l'individu, Lorraine Warren est une femme extraordinaire. On arrivait là, écoute, elle était accueillante, on discutait avec elle toutes les 5-10 minutes, c'était « veux-tu quelque chose? Veux-tu boire? Veux-tu manger quelque chose? » Une femme excessivement accueillante, très charmante, très ouverte, on discutait de n'importe quoi. Elle nous a fait toutes sortes de confidences sur sa vie personnelle. C'est vraiment une femme vraiment extraordinaire sur ce plan-là. C'est pas tant l'individu elle-même que je critique, mais plutôt les investigations, parce que quand je parlais avec elle des enquêtes qu'ils avaient menées, c'était de découvrir à quel point leur dossier d'enquête était pauvre, mal enquêté, plein d'informations qui n'étaient pas là. Je disais, oui, mais là, vous avez enquêté. Je me rappelle, par exemple, à un moment donné, on discutait de l'affaire Maurice Thériault, dont on a déjà présenté à l'émission. Oui. Et là, elle me sort le dossier, puis écoute 3-4 post-it collés dans un cartable avec 2 notes manuscrites. Ça, c'est votre dossier. Écoute, c'était d'une pauvreté désarmante. Et quand on nous parle, c'est un peu amusant parce que quand on voit les films, La Conjuration, d'après les dossiers des Warren, les dossiers des Warren, souvent, sont assez faibles. Mais néanmoins, c'est vrai que ce sont des personnages très controversés. On les a beaucoup accusés de faire les coins ronds. Je ne l'ai pas connu, mais les gens qui ont connu Ed Warren me disaient à propos d'Ed Warren, c'est un type qui ne pensait qu'à l'argent. Donc, Lorraine le suivait parce que c'était son épouse, sa compagne, son associé dans leur organisation d'enquête sur les phénomènes paranormaux. Mais Ed Warren était particulièrement motivé, non pas par le surnaturel, mais motivé par les sous qu'il pouvait tirer de ces histoires-là. Et c'est un peu ce que reprochent les frères Glatzel. David et Carl Glatzel ont annoncé il y a quelques années qu'ils poursuivaient Ed et Lorraine Warren, ils poursuivaient la succession, ils poursuivaient la maison d'édition, ils poursuivaient également Gerald Brittle qui a écrit l'ouvrage The Devil in Connecticut. Donc, ils poursuivaient tous ces gens-là. Ils poursuivaient même Arne Cheyenne Johnson et sa sœur Debbie Glatzel. Et il disait que tous ces gens-là avaient littéralement inventé cette histoire-là et que eux, à l'époque, ils avaient 10-12 ans, ils avaient été manipulés par ces gens-là qui avaient voulu les amener à croire qu'il y avait le diable et tout ça, et avaient profité d'eux. Moi, quand j'ai mené mon enquête là-dessus, ce que Brittle m'a dit, et j'ai pu voir les documents, là, quand il a écrit son ouvrage, il l'a écrit en collaboration avec les Warren. C'est vrai que les Glatzel ont touché 2000 $ sur la foi de cette écriture-là, de leur témoignage. Brittle avait plusieurs heures, avait une centaine d'heures, je crois, d'enregistrement, de conversation avec les parents Glatzel, qui racontaient ce qui s'était passé dans leur maison, les états, les comportements du jeune David Glatzel au tout début des manifestations. Et quand lui, Brittle, a écrit le manuscrit, il l'a écrit en collaboration, en fait, sur la foi des informations qui étaient surtout données par Ed et Lorraine Warren. Et une fois que le manuscrit a été fait, il a présenté le manuscrit aux Glatzel, qui ont signé un document reconnaissant l'authenticité des informations qui étaient véhiculées dans le livre. Donc aujourd'hui, de voir David et Carl Glatzel, évidemment, c'était des enfants à l'époque, ils n'ont pas signé, là, c'est les parents qui ont signé. Mais de voir aujourd'hui ces jeunes-là dire il n'y a rien de tout ça qui était vrai, s'il n'y a rien de tout ça qui était vrai, il faut dire que la plupart des gens qui ont été impliqués dans le dossier, en tout cas, disaient le contraire. Donc, j'étais pas là, je peux pas séparer ce qui est vrai et pas vrai, mais visiblement, si c'était une arnaque, les parents Glatzel ont joué le jeu, Arne Johnson a joué le jeu, sa compagne Debbie a joué le jeu aussi, ainsi que les Warren et toutes les autres personnes impliquées. Donc ça, c'est un peu agaçant parce que et David et Carl Glatzel, il faut quand même le dire, ils ont annoncé il y a quelques années
non seulement qu'elle allait poursuivre tous ces gens-là qui ont dit qu'il y avait un phénomène de possession ou de hantise, mais ils ont également annoncé qu'ils étaient en train d'écrire un livre, et ce livre-là s'intitulait « Alone Through the Valley », seul à travers la vallée. Mais cet ouvrage-là, ils ont annoncé qu'ils écrivaient cet ouvrage-là en 2006 ou 2007, et ils disent, bon, dans cet ouvrage-là, on va révéler tout ce qui s'est passé, il n'y a rien de vrai là-dedans, on va raconter exactement les faits tels qu'on s'en souvient. Mais l'ouvrage, écoute, on est en 2021, cet ouvrage-là n'est jamais sorti. Donc, ils ont annoncé ça fait peut-être maintenant 15 ans qu'ils ont annoncé qu'ils écrivaient un livre pour raconter ces événements-là, livre qui n'est jamais sorti. Quant au procès qu'ils ont intenté, et là, évidemment, je parle de mon côté à moi, de ce que moi j'ai enquêté, mais j'ai pu retrouver le dépôt de la plainte. Les frères Glatzel ont déposé une plainte au tribunal de Danbury, là, pour les petites créances, si je peux dire, là, si on fait une comparaison ici. Donc, ils déposent une plainte aux petites créances où ils accusent tous ces gens-là de fraude et d'arnaque, incluant les Warren. Donc, ils déposent cette plainte-là, mais ils ne donnent pas suite. Donc, un coup que la plainte est déposée, on se serait attendu à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais il n'y a rien qui s'est produit. Et là, je ne pourrais pas dire, est-ce que les Glatzel ont retiré leur plainte? Est-ce que finalement, c'est tombé à l'eau parce qu'ils ne se sont pas présentés ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Je sais que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un dépôt d'une plainte qui a été faite, mais ça n'a jamais donné suite. Donc, l'affaire est un peu tombée entre deux chaises. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, en 2021, c'est que visiblement, il y a une dissension dans les discours des uns et des autres. D'un côté, tu as les parents Glatzel ainsi que les Warren et les principaux intéressés, c'est-à-dire Debbie et Arn Johnson, qui prétendent que cette histoire-là était tout à fait authentique. Il y avait apparemment des manifestations surnaturelles, voire diaboliques. Arn Johnson, d'ailleurs, le petit extrait que tu as fait entendre, c'est un extrait qui date de 2020. Donc, qui est tout à fait récent, lorsque Arn Johnson dit « Je suis descendu, j'ai sorti à l'extérieur, descendu l'escalier, je suis sorti à l'extérieur, et après ça, ce que je me rappelle, je suis dans une cellule et on me dit que je suis accusé de meurtre. Mais entre les deux, je me rappelle absolument de rien. » Ça, c'est une déclaration qu'il a fait à maintes reprises, et la version qu'on vient de faire entendre, c'est une version qui date de 2020. Donc, il n'a pas changé son discours, il continue toujours de maintenir qu'il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et en cours, bien sûr, les éléments d'ordre surnaturel n'ont pas été entendus par le jury, même si ça a été discuté. Durant le procès, on a fait sortir le jury. Maître Minella a pu s'adresser au juge, a pu s'adresser également au procureur. Il a présenté son dossier, pourquoi il croyait que Arn Johnson était possédé du diable. Donc, il a présenté ça, mais le jury n'ont pas entendu cette histoire-là. Donc, il était hors de question de soumettre le jury à ces déclarations de Maître Minella où il parlait de toutes sortes de manifestations de nature surnaturelle. Donc, lorsqu'on passait à autre chose, lorsqu'on passait directement au crime ou aux preuves médico-légales, le jury était à nouveau amené dans le tribunal et là, il pouvait entendre les arguments des uns et des autres. Mais ils ont été complètement écartés des discussions où il était question de possession diabolique. Tant et si bien que Arn Johnson a été condamné à, je crois que c'est 15 ans de pénitencier, mais il n'a fait seulement que 3 ans avant d'être libéré pour bonne conduite. Donc, on reste un peu dans le flou avec cette histoire-là. Ce qu'il faut se rappeler, bien sûr, c'est qu'il n'a pas été condamné pour une histoire de possession diabolique ou de non-possession diabolique parce que ça n'a jamais été discuté devant le tribunal, même si on appelait ça le procès du diable. Le diable n'a pas figuré dans le box des accusés, ça c'est bien clair. Et ensuite, aujourd'hui, avec les années qui se sont écoulées, énormément de dissensions est apparu dans les discours des uns et des autres, et ça fait aujourd'hui une famille complètement déchirée, là. C'est-à-dire que les frères Glatzel ne parlent plus à leur sœur depuis belle lurette, parce que, bon, il y a cette dissension pour eux. Ils ont été les victimes, ils ont été manipulés et les victimes, en fait, d'une escroquerie orchestrée à plus haut niveau par les Warren et par leurs parents. Mais bon, c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve. Quelle histoire! Quelle histoire! Oui, c'est une très, très bonne histoire.
Et d'autant plus que c'était la première fois qu'un avocat proposait cette défense-là, hein, donc une défense sur la foi d'une possession diabolique qui a été écartée, mais quand même, il fallait vraiment du culot pour raconter une histoire comme ça. Évidemment, si tu parles aux parents des Glatzel, si tu parles aux Warren, et bien sûr, si on parlait aussi à Arn Johnson et à Debbie Glatzel, bien évidemment, tous ces gens-là que j'ai rencontrés me racontaient des histoires de nature surnaturelle. Les portes avec la quille, des bruits de pas avaient été entendus des escaliers, ils avaient entendu des murmures, bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, ce n'est pas un discours qui est partagé par tous les membres de la famille. Mais bon, je réfère les gens, si les gens veulent voir un peu les discours des uns et des autres, ben, je les réfère à cet épisode de Dossier mystère où on avait couvert l'affaire du crime de Arn Johnson. Quand les témoins racontent leurs témoignages, bon, ils l'ont raconté plusieurs fois, ils l'ont raconté à leur famille, à leurs amis, bon, aux enquêteurs plus ou moins sérieux. Est-ce que toi, quand tu les rencontres, tu as vraiment l'impression que ces gens-là sont remplis de sincérité puis ils revivent les événements à chaque fois ou ils deviennent un peu comme des robots qui répètent une histoire tout simplement puis ils ne la revivent pas? Parce que quand on vit un événement traumatisant, quand on le raconte, que ce soit 10, 15 ans plus tard, ben oui, c'est moins pire, mais il y a quand même un certain ressenti, il y a des frissons qui reviennent. Ben, je te dirais, Yannick, que je suis un peu mitigé. Ah ouais? Hein, des fois, il y a des gens que j'ai rencontrés puis j'avais l'impression qu'ils me racontaient une cassette. Hein, donc, on pesait sur le bouton, puis là, ben, c'est la cassette qui partait. Puis ils racontaient leur histoire telle qu'ils l'avaient racontée, soit dans des livres, ou soit qu'ils l'avaient racontée dans les médias. Puis bon, bien souvent, certains d'entre eux avaient une longue expérience de la télévision, parce qu'ils ont livré leur témoignage 20 fois dans des émissions de télé sur les fantômes et autres trucs du genre. Donc, tu as l'impression que là, finalement, tu entends un discours qui est enregistré. Dans d'autres cas, j'ai été frappé par la sincérité apparente là, du témoin, ça ne veut pas dire que ce qu'il te raconte est vrai, là, mais visiblement, lui, ou bien c'est un très, très bon acteur, ou il croit fondamentalement ce qu'il te raconte. Évidemment, moi je le dis souvent, lorsque la règle d'or d'un bon enquêteur, c'est d'avoir une oreille bienveillante. Hein? Quelqu'un te raconte une histoire, ben, t'écoutes ce qu'il a à te dire. Mais la deuxième règle, c'est le doute systématique. Les gens nous racontent des histoires, mais on se doit de douter de tout ce qui est raconté. Il faut vérifier point par point les éléments qui sont racontés. Et bien souvent, ces points, lorsqu'on l'on vérifie, on s'aperçoit que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Les gens ont peut-être un peu exagéré, ou encore qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier. Donc là, on en est essentiellement lié au témoignage. Ouais. Et moi, comme journaliste, là, je veux dire, je suis pas là pour faire un acte de contrition, puis un acte de foi. Là. Moi, je suis là, j'écoute le témoignage, je n'ai pas à prendre position. Tu sais, je veux dire, le témoin me raconte ça, puis il me dit j'étais seul, j'ai vécu ça, moi, j'ai pas moyen de confirmer ça. Donc, je me dis, bon, ben, le témoin raconte ça, mais ça reste le discours du témoin, il n'y a pas moyen de vérifier ça. Donc, j'essaie de faire preuve de sens critique et le doute. Le doute, je pense que c'est la meilleure position à avoir face au paranormal, mais pas le doute fermé, mais le doute en se disant, bon, ben, je peux pas le vérifier, ça reste dans le domaine du si, mais on ne peut pas avoir une certitude. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes que j'ai menées où les Warren ont été impliqués, c'était des enquêtes qui étaient un peu très, très, très chaotiques. Parce que, visiblement, les Warren essayaient de donner une couleur à ces événements-là. Et dans bien des cas, ils ont mis des mots dans la bouche des témoins qui, eux, des années après, lorsque je les ai rencontrés, je leur ai parlé, n'avaient pas exactement le même discours que ce que les Warren ont raconté. Je me rappelle, par exemple, il y a un auteur qui avait écrit un ouvrage sur l'histoire des... écoute, je vais te sortir la référence, le type en question. Il avait écrit un ouvrage, ça s'appelait Devil in... Non, ça s'appelait... Attends une minute, j'essaie de retrouver la référence. Mais bref, le gars avait écrit un ouvrage sur les Warren. En fait, lui, il ne connaissait pas les Warren. C'est un auteur. Il se fait contacter par sa maison d'édition. Et on lui dit, bon, ben écoute, il y a les Warren ont enquêté sur une affaire de mystère et puis ils voudraient écrire un livre éventuellement sur cette histoire-là. Le type en question s'appelle Ray Gratton, le nom me revient. Alors Gratton dit, ben écoute, il avait entendu parler des Warren dans des journaux, là, genre National Enquirer, tout ça. Donc, il les tenait en haute estime, mais il les avait jamais rencontrés. Alors, Gratton me raconte, il me dit, moi, je me rends là, je rencontre mon éditeur, il me parle des Warren,
Je les rencontre, je les trouve très sympathiques. Et là, finalement, j'écris un ouvrage qui s'appelle In a Dark Place. Et c'est l'histoire d'une famille qui aurait vécu des événements étranges, la famille Snedeker, qui avait acheté une maison. En fait, ils avaient loué une maison à Southington, au Connecticut, qui était un ancien un salon funéraire. Donc, ils achètent cette maison-là. Et puis là, alors qu'ils sont dans la maison, ils vont vivre des expériences tout à fait extraordinaires. Là, bon, des coups frappés dans les murs, des manifestations, etc. Et là, il dit, moi, bon, j'écoute les Warren, ils me racontent leur histoire, et là, ça se discute avec mon éditeur. Moi, j'accepte d'écrire l'ouvrage, parce que les Warren, ce ne sont pas des auteurs, hein, c'est les enquêteurs, ils livrent la marchandise. Alors, un coup, je prends les notes de ça, et je décide d'aller un peu plus loin. Alors, Garton me dit, je contacte les Snedeker, je les rencontre, je discute avec eux, et là, je me rends compte que chaque personne me raconte une histoire différente, qui n'a ni queue ni tête. Ça va dans tous les sens, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est clair, ces gens-là ont visiblement des troubles de comportement. Là, une famille de attention. Là, et là, il dit, c'est tellement décousu ce qu'il me raconte que je n'arrive pas à sortir une trame vraisemblable. Alors, il dit, devant cette situation-là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Alors, il contacte à nouveau Ed Warren. Et là, écoute, je te dis ce que Garton me dit, là. Là, Garton me dit, je contacte Ed Warren et je lui dis, écoute, ce que tes gens racontent, là, c'est complètement hors propos, c'est du n'importe quoi. Et ces gens-là, tu sais, et là, écoute, je vais être cru, là, mais il dit, ces gens-là sont complètement fous. Et là, Ed Warren de répondre à Garton, mais encore là, hein, je ne fais que rapporter ce que Garton me dit. Il me dit, là, Garton me dit, Warren me répond, ben, il dit, ils sont fous, mais tous les gens qu'on rencontre sont fous. Puis il dit, de toute façon, il dit, toi, t'es un écrivain, t'écris des romans, puis ton métier, c'est d'inventer des histoires. Ben, il dit, avec qu'est-ce qu'on t'a donné? Ben, invente une histoire, puis ça va être correct. Oh boy. Garton a été tellement frappé de ça que, comme il était lié par un contrat, il a écrit l'ouvrage In a Dark Place, qui a servi d'ailleurs, qui a été l'objet d'un film qui s'appelle La Malédiction au Connecticut. Mais Garton me disait, après ça, là, ça a été le moment le moins, pour reprendre son expression, il dit, ça a été le moment le moins glorieux de ma carrière. Même aujourd'hui, si tu vas sur les ouvrages écrits par Ray Garton, si tu vas sur son propre site, parce que c'est un auteur connu aux États-Unis, ben, il se dissocie de cet ouvrage-là. Hein. In a Dark Place, ce n'est pas dans sa liste d'ouvrages qu'il a écrit. Hein. Il tient vraiment à s'en dissocier. C'est vraiment autre chose. En tout cas, c'est pas une expérience dont il garde un très, très bon souvenir. Et ça n'a fait que ajouter à cet élément-là où on disait que les Warren, ben, ils manipulent un peu l'information. C'est un peu le même discours que tiennent les Glatzel dans l'affaire de la hantise au Connecticut. Okay. Mais bon, ça peut faire un bon film. Hein? On nous annonce pour 2021 un film. Ça peut être un très, très bon film. Là. On revient dans quelques minutes. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Donc, mon cher Christian, c'est le dernier segment de Radio X-Files en ce vendredi. Juste revenir un peu sur les témoignages. Il y a un auditeur qui me fait penser que, tu l'as souvent dit, hein, un témoignage, avec les années, peut se peaufiner. On l'améliore, ce témoignage-là, puis parfois, on peut même rajouter des éléments. Oui, effectivement. Tu sais, comme les frères Glatzel, par exemple, ils sont jeunes, hein? Ils ont 10, 12 ans là, au moment où ces éléments-là se passent. Donc, il y a le discours de leurs frères et sœurs qui sont plus âgés, leurs parents qui racontent l'histoire, les Warren qui racontent l'histoire, et là, peu à peu, les histoires se modifient, s'altèrent. Donc, dépendamment de la position dont ils vont prendre, ou j'y crois ou j'y crois pas, et là, évidemment, le souvenir qu'ils ont, ce sont des souvenirs qui sont un peu colorés par les histoires de tout un chacun. Donc, ça donne une espèce de mosaïque avec laquelle on doit travailler, et il faut être excessivement prudent dans une situation comme celle-là. Puis c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c'est juste que le cerveau améliore l'histoire et comble les trous. Oui, mon cerveau fait ça, le tien fait ça, puis il le fait également avec tout le monde. Donc, le témoignage reste... On en a déjà parlé à un moment donné, on avait reçu le docteur Van Gersegen à l'émission, et il l'avait dit, hein, il y a deux aspects de réalité. Il y a la réalité factueuse que l'on peut vérifier, ce qui est vérifiable, puis il y a la vérité psychologique, ce que je crois être la vérité, mais qui n'est pas forcément la vérité. Exact. Donc, il faut faire très attention à ça. D'où tu penses que ça vient, ces histoires de pêche, Christian? Ah, ça vient de là. On peaufine, on améliore. On peaufine, puis on essaie de se donner le bon rôle. T'es grosse de même! Ah ouais, ben grosse. Je te souhaite de passer une excellente soirée, de même qu'aux auditeurs. Un beau week-end à tout le monde, puis on se rejase vendredi prochain, cher ami. Absolument. Salut. Bon week-end. Ciao. Bye bye. Bon week-end. Radio X
X-Files. Radio X.